Bonjour à tous. Bienvenue pour notre nouveau webinaire organisé par le réseau Périnatalité Occitanie sur les violences conjugales et la périnatalité. Donc, on va rappeler les modalités du webinaire. Les micros, caméras sont inactivés par défaut. Vous pouvez poser des questions sur l'onglet questions-réponses et Benjamin Coppel nous les lira à la fin de la présentation. En fin de session, un questionnaire s'ouvrira. Ce sera une enquête de satisfaction et si vous pouvez y répondre, cela est important pour nous du point de vue amélioration de nos pratiques et ça nous permettra de savoir aussi quelles thématiques on pourra aborder pour de nouvelles sessions. Le webinaire sera bien entendu disponible en replay dans les jours prochains. Sur le site internet du réseau de périnatalité, vous avez en bas de la page notre adresse de ce site et bien entendu sur la chaîne YouTube du RPO. Donc aujourd'hui, seront avec nous Madame Béatrice Fourteau, coordinatrice du réseau de Prévios. Elle est psychologue clinicienne, elle est spécialisée en victimologie et criminologie. Elle a une expérience professionnelle en association socio-judiciaire et d'aide aux victimes. Elle est formatrice et elle est surtout la coordinatrice du réseau Prévios qui existe depuis de nombreuses années. Après, elle abordera notamment la partie comment parler aux patientes, comment aborder la thématique violence avec les femmes. Après, nous aurons la partie de Madame Iris Sivera, qui est sage-femme de PMI et qui est titulaire d'un diplôme intra-universitaire sur la prise en charge des violences faites aux femmes et d'un master en sciences sociales et humaines au sein de la faculté de médecine de Montpellier. Elle abordera la partie les conséquences sur les femmes et les enfants des violences. Et à la fin, nous aurons le docteur Laurent Martry, médecin légiste à l'unité médico-judiciaire et maître de conférence à l'université de Montpellier sur la partie comment s'affirmer en tant que professionnel. Excusez-moi. Ce webinaire a vu le jour grâce au pôle parcours du réseau Périnatalité Occitanie dont je suis la pilote. Je suis Dominique Foissin et surtout avec la collaboration de Laurence Cochognon, notre assistante de coordination, Monsieur Benjamin Coppel, sage-femme coordinateur, et qui sera là pour nous aider à faire remonter vos questions-réponses, et la collaboration de Monsieur Bruno Serre, chargé de communication du réseau Périnatalité. Pourquoi on aborde un webinaire violence conjugale aujourd'hui? Parce que le 25 novembre 1999 a été la date choisie par l'ONU pour la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Aucun pays du monde n'est épargné. Et 20 ans après, en 2019, le gouvernement français a porté un Grenelle des violences conjugales, ou plutôt un Grenelle contre les violences conjugales. Il y a eu de nombreuses préconisations suite à ce Grenelle, de nombreuses actions départementales avec la création d'observatoires qui sont en cours, la création de maisons des femmes qui sont en cours, l'action des associations, des acteurs de la justice, police, secteur médico-social, des actions régionales avec le réseau Prévios et nationales qui ont eu lieu. À ce jour, en 2021, la violence reste une réalité plus fréquente qu'on ne le pense. Jusqu'à 3 femmes sur 10 sont au cours de leur vie seront touchées, et ça dans tous les milieux. En 2021, une femme est morte tous les 2 jours et demi par suite de violences de leur partenaire ou ex-partenaire. La région d'Occitanie est la région de France la plus impactée du nombre de faits. 19 décès pour violences conjugales en 2021. Différentes formes que prennent la violence conjugale, c'est les violences physiques, sexuelles, verbales, la cyberviolence,
l'isolement, contrôle, séquestration, le féminicide et des violences économiques et aussi des violences psychologiques. Ces violences surviennent lors de 4 moments à risque. 4 moments identifiés, la grossesse, 40% des violences démarrent pendant la grossesse. La périnatalité, l'intrusion d'un tiers et surtout en cas d'opposition ou en cours de séparation des deux conjoints. Si ces violences sont imposables pendant la grossesse, elles sont elles sont méconnues et non recherchées, non dépistées. Elles sont impensables parce que pour nous, les femmes enceintes sont sacrées, intouchables, à protéger, et on a l'idéal que les femmes enceintes sont toujours heureuses, ce qui n'est pas toujours le cas. Seuls 24% des femmes vont en parler spontanément. Il va être difficile pour elles d'en parler et il va être difficile pour les professionnels médicaux et paramédicaux de l'entendre. Et donc aujourd'hui, on va aborder quels sont les obstacles et quels freins, comment y remédier. Voilà. Donc les 3 parties, repérer, dépister, affirmer avec le soutien de Béatrice Fourteau, les conséquences pendant la grossesse des violences sur les femmes et les enfants avec Iris Sivera et comment se positionner avec le docteur Martry. Ensuite, on abordera rapidement les outils mis à votre disposition et on répondra dans les 10 dernières minutes aux questions que vous pouvez poser sur le chat, questions-réponses et bon webinaire. La parole est à Béatrice Fourteau. Merci Dominique. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais commencer ce webinaire avec des généralités, mais surtout des repères en termes de pratiques professionnelles sur le repérage de ces situations de violence qui sont effectivement bien plus fréquentes que ce qu'on pense spontanément, comme Dominique l'a expliqué. Et donc, ils doivent rester vraiment comme un repère pour tous les professionnels et notamment ceux qui sont amenés à recevoir des femmes enceintes. L'obligation finalement de se préoccuper de cette question et de ne pas faire d'impasse sur ce sujet. Donc, on verra ensemble le repérage, mais aussi le dépistage systématique. Et j'essaierai d'aborder avec vous les éléments importants à formuler, en tout cas au moment où on découvre, où on peut identifier ces violences chez les femmes. Donc, le repérage des signes d'alerte, la plus grosse difficulté qu'on ait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de signaux spécifiques aux violences. Et le meilleur repérage, comme je vais vous expliquer tout à l'heure, ça va être de poser la question et de poser la question, celle qui sera la meilleure, ça sera plutôt celle qu'on arrivera à formuler soi-même en tant que professionnel. Par contre, on peut donner quand même quelques éléments. On peut observer chez ces femmes principalement des troubles autour de la tristesse, de la dépression, de l'anxiété, de l'angoisse, un état de stress souvent permanent, mais également des signaux d'alerte comme l'isolement ou le repli, un isolement social, un isolement familial ou un isolement géographique également. Souvent des personnes qui vont avoir une très mauvaise image d'elles-mêmes, souvent dans le négativisme, c'est-à-dire avoir un discours sur elles-mêmes qui va être très négatif, je suis nulle, je n'y arrive pas, je suis bonne à rien. Souvent une culpabilité inappropriée et souvent d'ailleurs disproportionnée par rapport à la situation, des somatisations qui sont souvent des signaux en fait d'appel, c'est-à-dire il y a des consultations qui peuvent intervenir à ce niveau-là. On ne va pas forcément identifier la violence dans un premier temps, mais par contre des patientes qui vont avoir des plaintes souvent diffuses ou c'est des somatisations autour de problèmes de peau ou d'autres choses que Iris abordera tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, et souvent c'est associé à des troubles de la mémoire, de la concentration, de la confusion, des personnes qui peuvent avoir également des soucis au niveau professionnel, puisque ces troubles peuvent être envahissants, y compris dans la sphère professionnelle. Et souvent, c'est associé à une dérégulation émotionnelle, c'est-à-dire des sautes d'humeur, des hauts et des bas, qui vont peut-être être difficiles à identifier et qui vont être en tout cas associés faussement à la grossesse.
chez les femmes enceintes. Et ensuite, il y a l'apparition ou l'aggravation de maladies chroniques et des troubles du comportement et des addictions qui vont pouvoir survenir aussi sur ce terreau-là. Diapo suivante. Un élément fondamental que je tenais quand même à repréciser sans rentrer forcément dans le détail des cycles de la violence, mais la présence constante aussi dans ces situations de l'emprise. L'emprise qui est un processus de domination qui se met en place de façon progressive et souvent avec une victime qui va progressivement aussi repousser son seuil de tolérance, et des conjoints qui vont aussi avoir des stratégies vraiment spécifiques qui vont se mettre en place, donc d'isolement, de séduction, et puis ensuite, ça va alterner avec du dénigrement, du rabaissement, et surtout du contrôle coercitif, c'est-à-dire un contrôle permanent sur la vie de la personne qui passe aussi bien sur comment elle s'habille, comment elle se maquille, qui elle contacte sur les réseaux sociaux, mais vraiment un contrôle permanent sur la vie de la personne. En règle générale, c'est associé à d'autres phénomènes comme l'inversion de la culpabilité. Donc, en règle générale, les agresseurs ont très peu de culpabilité, mais c'est souvent les victimes qui ont ce phénomène-là de surresponsabilisation des situations et qui se sentent coupables de tout ce qui peut leur arriver. Et souvent des auteurs de violences qui vont chercher par tous les moyens à assurer leur impunité, ce qui peut passer aussi par le recrutement des alliés que sont les enfants, mais que sont aussi les professionnels que nous sommes. Donc, on peut parfois être aussi utilisé, instrumentalisé dans ces situations. Et donc, des partenaires qui soufflent en permanence le chaud et le froid, qui sont imprévisibles et qui créent un climat de stress et d'insécurité permanent pour les personnes et également pour les enfants. Diapo suivante. Ça a des effets directs pour les victimes qui vivent ces situations. Ça crée cette culpabilité intense dont je parlais, l'inversion de la responsabilité. Ça crée aussi un phénomène très particulier chez les victimes de résignation, c'est-à-dire elles ont l'impression que rien ni personne ne pourra jamais changer ça. Et donc, ce qui les empêche aussi d'aller demander de l'aide parce qu'elles ont l'impression de toute façon que peut-être on ne les croira pas et qu'en tout cas, personne ne pourra les aider à changer la situation. Donc, il y a du silence, il y a l'isolement, il y a aussi cette ambivalence et ces allers-retours des victimes qui, parfois, même après avoir quitté leur conjoint, vont revenir vers lui. Et donc, ça, c'est aussi très compliqué pour les professionnels qui accompagnent ces situations de comprendre cette ambivalence, surtout que c'est aggravé par les mécanismes défensifs qui sont très forts, qui sont la banalisation, la minimisation de ces situations qui vont entraîner du coup un retard dans la découverte de la situation de violence que subit la personne, que ça soit par son entourage ou que ça soit aussi par les professionnels, puisque nous-mêmes, on peut être pris dans ce discours de minimisation en fait, des faits qu'elles vivent. Diapo suivante. Chez les enfants, c'est aussi très compliqué ce repérage parce qu'il y a là pas non plus de signes spécifiques. La seule chose qu'on peut dire sur les observations que l'on peut faire, c'est qu'il va y avoir des différences selon l'âge de l'enfant. Je ne rentrerai pas dans le détail, Iris le fera très bien tout à l'heure, mais on a des manifestations de mal-être qui vont passer plus par le somatique, par le corps chez les tout-petits, qui vont peut-être plus passer par des manifestations au niveau du trouble du comportement et dans l'agir chez les adolescents. En tout cas, systématiquement, il y a la présence de ce psychotraumatisme, aussi bien chez les adultes que chez les enfants qui vivent ces violences conjugales, et ce climat de peur et d'insécurité permanent qui va aussi enclencher tout un tas de réponses sur le plan du stress chronique et de cette dérégulation émotionnelle dont je parlais juste précédemment. Aujourd'hui, la question en fait fondamentale à retenir sur cette intervention, c'est aussi que le dépistage systématique est le seul moyen de vraiment identifier les situations de violence. On peut avoir comme ça des signaux où on se dit ah c'est peut-être bizarre, c'est peut-être, mais il n'y aura jamais de certitude si vous ne posez pas la question. Donc poser la question, c'est pas intrusif. Dans ces situations-là, c'est plutôt le contraire. Ça montre à la personne l'intérêt qu'on lui porte. Les victimes, elles ne parlent pas du tout spontanément. Ce qu'on disait, Dominique abordait cette question.
d'elles-mêmes. Mais en fait, si on leur pose la question, si on s'intéresse vraiment à elles, à ce qu'elles vivent, en règle générale, elles sont soulagées et elles se confient. Alors, pas toujours la première fois, mais en tout cas, elles comprennent que c'est un lieu, c'est un espace où c'est une relation où on peut parler de ces choses. Les freins qu'on peut avoir, c'est plutôt comment on va s'approprier la question à poser et aussi qu'est-ce qu'on va faire en fait de la réponse. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir en fait ces perspectives-là, de pouvoir se sentir à l'aise avec la formulation de ces questions systématiques, mais aussi de savoir quoi faire des paroles et des confidences qu'on peut recueillir, même si sur un webinaire, on n'aura peut-être pas le temps de tout balayer. En tout cas, ça vous permettra d'ouvrir ces perspectives-là et peut-être de pouvoir approfondir après cette connaissance-là. Diapo suivante. Alors, il y a plusieurs manières de poser des questions. Il peut y avoir des questions indirectes. Alors, je vous ai mis quelques exemples. On parle beaucoup des violences en ce moment, ce qui est vrai, surtout depuis le Grenelle, justement. Et vous, qu'est-ce qu'il en est? Et on peut demander à la personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle votre vie quotidienne? Est-ce que vous avez déjà vécu des insultes? Ça peut être aussi de dire, je suis inquiète pour vous. Les personnes qui, en règle générale, ont ce genre de manifestation, ont vécu de la violence ou ont vécu aussi peut-être des coups ou des contraintes. Est-ce que c'est votre cas? On peut aussi très bien le formuler, ça pour les enfants. Ça marche plutôt bien de pouvoir le personnifier en disant ça m'est déjà arrivé de rencontrer des enfants qui ont ce genre de manifestation et du coup ce sont des enfants qui vivent ça dans leur famille. Est-ce que c'est ton cas? Donc voilà, c'est des questions qui vont aborder en fait la violence, mais de manière indirecte. Ça peut être en s'intéressant au quotidien de la vie de la famille ou du couple. Qu'est-ce qui se passe quand votre partenaire est en colère? Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas d'accord? Comment ça se règle? Donc c'est en fait finalement commencer à ouvrir la porte pour permettre à la personne d'exprimer en fait ce qu'elle vit dans son quotidien. Les autres formes de questionnement, ça va être des questions beaucoup plus directes. Diapo suivante, voilà. Ça, je vous ai mis 2 exemples en particulier, mais il y a de plus en plus de questionnaires qui existent et qui montrent en fait de manière très particulièrement juste, en tout cas sur les relations des jeunes gens, c'est le violentomètre qui permet de visuellement voir où on en est de la relation avec des affirmations et du coup de pouvoir mettre le curseur soit sur le vert, soit sur le jaune, orangé, puis de plus en plus vers le rouge selon les affirmations. Donc, quelqu'un qui s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble, on est dans une relation où tout va bien. Par contre, il contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. On est déjà sur le 13-14, là, dans le segment où on commence à être dans une situation de danger. Donc ça peut être des manières d'aborder en fait la question en évoquant en fait simplement la parole des personnes. Vous m'avez dit qu'il est jaloux en permanence. Vous voyez, dans le violentomètre, on est déjà dans une relation problématique. Ça peut être, comme l'autre exemple, là, le guide d'entretien. Est-ce que vous avez déjà subi des violences dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà subi des événements qui vous ont fait du mal ou qui vous ont fait souffrir et qui continuent aujourd'hui à vous faire souffrir? Donc voilà, ça c'est vraiment d'aborder de manière plus directe la problématique. Et le dernier aspect dans la formulation de ces questions, c'est d'interroger aussi la question du danger en fait de la situation. La diapo suivante. C'est de poser des questions sur le contexte de vie et sur les antécédents. Ça peut être sur les addictions, sur la présence d'armes, sur les antécédents judiciaires du conjoint, parce que le danger, c'est quelque chose qu'on appréhende très mal de manière générale. Les policiers, les gendarmes, à l'heure actuelle, interrogent les victimes, mais c'est assez récent finalement. En fait, ça nous permet de repérer les moments à risque dont parlait Dominique en introduction. Ça nous permet aussi de mesurer l'emprise et le contrôle en fait qui est exercé dans la relation, parce qu'en règle générale, jusqu'à présent, on évaluait plutôt la notion du danger autour de est-ce qu'il y a de la violence ou est-ce qu'il y a déjà eu de la violence physique ou pas, et on s'aperçoit que c'est pas du tout une mesure efficiente en fait dans les situations. Donc c'est important aussi d'investiguer sur la dangerosité d'une situation et ça permet
aussi de savoir quoi faire dans un second temps. Et ça, je laisserai le docteur Martry aborder la question du signalement et des certificats pour aller un peu plus avant sur cette thématique. Diapo suivante. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est qu'au moment où on reçoit des confidences, où on détecte de la violence, il y a vraiment 4 messages clés à bien garder en tête, des messages à pouvoir avoir, et là c'est pareil, il faut arriver à s'approprier la formulation, c'est de dire aux victimes que leur conjoint n'a pas le droit, que ce qu'elles racontent c'est puni par la loi, c'est répréhensible, que ce n'est pas leur faute, qu'elles ne sont pas responsables de ce qui se passe, que seul l'auteur de ces violences est responsable, que les victimes, elles ont des droits, qu'elles peuvent être aidées, qu'on va les aider, qu'il y a des dispositifs d'aide qui existent aussi, et s'assurer s'il y a d'autres personnes en fait au foyer, des personnes vulnérables, ça peut être des enfants, puisque dans ce cadre-là, il y a des obligations de signalement, et c'est le cas aussi s'il y a des personnes âgées ou des personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment les grands messages à retenir sur quand je reçois des confidences, il faut s'assurer que tous ces aspects-là, on les aborde avec la personne. Diapo suivante. Ce qui est important aussi, quand il n'y a pas de danger immédiat, c'est de toujours s'assurer de pouvoir aider la personne à préparer son départ, ce qui sera beaucoup moins traumatisant en fait que le départ en urgence. Donc, quand c'est possible, c'est d'identifier en fait tous ces paramètres. D'abord, demander à la personne l'aide dont elle a besoin. Elle ne va peut-être pas quitter son conjoint aujourd'hui ou demain. Donc, est-ce qu'elle a besoin de choses en particulier qu'on pourrait faire pour elle là, maintenant? C'est de lui proposer des coordonnées, donc des ressources et des orientations vers des associations, des services d'urgence. S'assurer qu'elle peut disposer dans un lieu sécurisé de ses documents administratifs, de moyens de paiement, d'un compte bancaire dont le conjoint n'aurait pas connaissance, de clés de la maison, de la voiture, du bureau, enfin, de s'assurer vraiment qu'elle ait vraiment ce dispositif de pouvoir partir en urgence si c'était le cas, mais avec tout ce dont elle a besoin pour s'en sortir au quotidien, et bien sûr de s'assurer de ce qu'il en est pour des affaires de secours, des affaires pour les enfants, les médicaments, etc. À ce titre-là, juste petite parenthèse, il y a un coffre-fort numérique qui a été mis en place par France Victimes, qui s'appelle Mémo de vie, et qui est un endroit où les personnes peuvent déposer tout un tas de copies de leurs documents, et également de noter aussi tous les incidents qu'il peut y avoir et toutes les violences qui peuvent être commises au fur et à mesure dans un carnet de bord. Donc ça, c'est un outil super intéressant pour qu'elles puissent avoir un lieu sécure en fait où déposer leurs documents administratifs. Et il faut enfin vérifier avec elles les voies de fuite possibles, les personnes de confiance qu'elle peut avoir autour d'elle. Souvent, elles disent oh ben non, il n'y a personne, mais en fait, si on fait le tour, elles identifient quand même, ça peut être une collègue avec qui elles se sont confiées parfois, ça peut être un voisin, ça peut être une amie. Et aussi s'assurer que les enfants, s'il y a du danger, sont en capacité soit d'appeler au secours parce qu'il y a du voisinage, soit de composer les numéros de secours. S'il me reste 2 minutes, non, j'arrête là. Je fais juste le point sur les différents partenaires. Donc vraiment, ça, on mettra à disposition aussi ces ressources-là. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas forcément accompagner ces situations seules et qu'il faut avoir un réseau aussi de partenariats pour qu'il y ait une prise en charge complète en fait, de ces situations-là et pas uniquement sur le plan du soin ou sur le plan social, mais vraiment un ensemble d'interlocuteurs. Voilà. Merci Béatrice. On va laisser la parole à Iris Sivera. Donc, on va voir les conséquences pendant la grossesse des violences sur les femmes, sur la santé des femmes et les enfants, parce qu'il y a des conséquences. Être un père violent peut impacter la santé de l'enfant. Voilà. On te laisse la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur les conséquences sur la santé des victimes. Et tout d'abord, il faut savoir, l'OMS estime qu'il y a à peu près une perte de 1 à 4 années d'espérance de vie en bonne santé pour les femmes victimes. D'autre part, il faut savoir aussi que les impacts sur la santé peuvent perdurer longtemps après l'arrêt des violences.
Et enfin, il semblerait qu'il y ait un effet cumulatif de l'intensité de la violence et de la répétition des actes de violence, et que ça va avoir un impact sur la santé plus profond si les niveaux est plus élevé. Après, Béatrice l'a évoqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de signes spécifiques qui vont nous dire il y a ce signe, c'est tel type de violence, ou il y a ce signe, il y a violence contre cette patiente. Donc, c'est vraiment d'avoir cette idée globale. Ça va vraiment pouvoir toucher toutes les sphères de la santé. Et souvent, les conséquences sont vraiment intriquées entre elles. Donc, d'abord, il y a les conséquences, bien sûr, physiques, avec les blessures, les brûlures, les ecchymoses, les fractures du visage, qui sont quand même, là, pour le coup, les plus spécifiques, même si je viens de dire qu'elles ne sont pas spécifiques. Mais voilà, il y a ces conséquences-là. Ensuite, il y a vraiment les conséquences psychologiques qui ont un gros impact. Il y a d'abord ce qui est aux alentours de la mémoire traumatique. Donc, la mémoire traumatique, qu'est-ce que c'est? Ça va être des mécanismes physiologiques, neurobiologiques, qui vont atteindre en fait le système limbique, donc le système physiologique de réponse au stress. Et quand c'est allé trop loin, on va dire, il va y avoir des réponses qui peuvent paraître exagérées. Et donc, en clinique, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des pensées qui sont itératives, de répétition des événements violents dans le quotidien pour les victimes, même si elles sont hors de danger. Elles revivent incessamment les actes de violence qu'elles ont vécus. Ça va entraîner du coup des réactions émotionnelles, physiques qui sont parfois exagérées, qui peuvent être des fois provoquées aussi par ce qu'on appelle un événement gâchette, c'est-à-dire un son, un mot qu'on peut dire, une odeur, quoi que ce soit, qui va les remettre en condition comme si elles revivaient l'événement violent qu'elles ont l'habitude malheureusement de vivre ou qu'elles ont déjà vécu antécédemment. Ça va être aussi un état d'hypervigilance. Elles sont toujours sur le qui-vive en fait. Et ça peut aller jusqu'à un état de dissociation. Et la dissociation, c'est vraiment, on atteint une déconnexion des émotions, des sensations, qui est comme une dépersonnalisation. Et ça peut aussi être vraiment un état de sidération. Et aussi, ça évoque lorsqu'il y a des amnésies d'événements. Ça peut être dû à cet état dissociatif qui est en fait une mise en survie face à l'événement qu'elle peut vivre. Les formes les plus sévères, c'est les PTSD. Donc, ça fait partie de ces thèmes-là. Dans les populations de victimes, on va aussi retrouver davantage de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil. Il va aussi y avoir des conséquences sur la santé liées aux comportements à risque qui sont souvent associés au fait d'être victime de violences, que ce soit les addictions, les troubles alimentaires, les comportements auto-agressifs, qui des fois les aident à pallier et en fait à prendre ce recul sur ce qu'elles vivent. Donc, il peut y avoir ces comportements à risque qui sont plus importants. Des troubles émotionnels avec de l'autodévalorisation, de la phobie, par exemple. Ensuite, par rapport à ce qui a été évoqué aussi avant, tout ce qui est lié au contrôle par le conjoint va avoir des impacts sur la santé parce que, par exemple, elles ne vont pas pouvoir consulter quand elles veulent. Le conjoint va contrôler vers qui elles vont aller voir, qui elles vont consulter. Donc, ça peut jouer sur la santé future. Un contrôle aussi sur la vie sexuelle et reproductive qui se retrouve fréquemment. Donc, un contrôle, par exemple, de la contraception par le conjoint ou des rapports sexuels qui sont non protégés. Donc, après, ça aboutit à des grossesses non désirées, une augmentation aussi des infections sexuellement transmissibles, des MST, du fait de ne pas pouvoir se protéger pendant les rapports. Des troubles fonctionnels aussi, pelvipérinéaux. Alors, certains sont très évocateurs, par exemple, l'énurésie secondaire, le vaginisme, la dyspareunie. Donc, toujours dans l'idée, c'est pas parce qu'il y a un vaginisme que forcément elle est victime, mais c'est quand même vraiment un lien à faire. Plus globalement, donc ça va avoir vraiment une atteinte de l'état général. On retrouve dans ces populations aussi plus de maladies chroniques, que ce soit diabète, tension, maladies cardiovasculaires. Des troubles psychosomatiques également, donc notamment des douleurs chroniques, que ce soit pelvien, lombaire, des migraines, des douleurs où il y a eu tous les bilans étiologiques et on ne trouve pas qu'est-ce que c'est. Peut-être se faire un point d'alerte, refaire un point sur la situation de la patiente. Ensuite, des conséquences aussi sur la santé périnatale, je vais revenir par la suite. Et aussi, en finalité, bien sûr, il y a les décès, donc par suicide, par homicide, et aussi l'handicap et surtout cet impact quotidien qui perdure et qui reste chronique et qui va forcément influencer sur la santé en général.
Ensuite, donc, on va avoir par rapport aux conséquences donc, sur la grossesse. Donc, comme ça a été évoqué aussi, pourquoi la grossesse à un moment particulier? Parce que c'est un événement où ça peut être déclencheur des violences. Donc, comme elle disait, Madame Fossin, c'est dans 40% des cas un déclenchement des violences pendant la grossesse. Aussi, ça peut être un moment où il y a une aggravation des violences. Donc, c'est très, très important d'avoir ça en tête. Et ensuite, c'est d'autre part du fait que le contexte périnatal par lui-même, c'est un contexte où il y a d'autant plus des changements corporels, des changements émotionnels, des changements par rapport à l'image de soi, par rapport à l'image de son couple, par rapport à l'image de la famille, plus la perméabilité psychique propre à la grossesse, et plus tout ce qui va être aussi en lien avec l'intimité, du fait des consultations et de la proximité relationnelle, par exemple avec les professionnels. Donc, c'est des fois ces anxiétés qui peuvent être dues à la grossesse, qui sont normales et qui sont indues à la grossesse, associées au stress, aux anxiétés de la violence. Ça fait un cumul de fragilité qui forcément, on va avoir des impacts d'autant plus forts pendant cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des grossesses qui sont symptomatiques, avec des douleurs, des mal-être, des asthénies, des nausées, des vomissements qui ne passent pas. Ou au contraire, on va avoir des patientes qui sont très résistantes à la douleur et qui ne vont pas faire attention aux signes d'alerte, aux symptômes qui pourraient alerter et amener à consulter. Et parfois, donc, elles ne vont pas à consulter. Donc, on a vraiment ces deux types. On a les patientes qui consultent très souvent et les patientes qui ne consultent, on va dire, pas assez. Donc, on peut avoir un peu les deux extrêmes. On a donc des grossesses aussi pathologiques. Je parlais qu'il y avait plus de maladies chroniques dans les populations de victimes. Donc, ça c'est lié après à faire des grossesses à haut risque. Donc, par exemple, pour chiffres, c'est vraiment des surrisques qui sont très importants. Le diabète, on peut retrouver une augmentation de plus de 48%. L'hypertension, ça va être plus 40%. Donc, vraiment, c'est vraiment des facteurs qui sont très, très importants à prendre en compte. Ça va aboutir aussi donc à des complications obstétricales et à une augmentation des issues pathologiques. Donc, que ça soit des métrorragies, des décollements placentaires. Donc, ça peut être lié notamment aussi à des violences physiques. Le ventre, les conjoints violents savent très bien que ça fait très mal. Donc, souvent, c'est là qu'ils vont cibler. Il peut y avoir des souffrances fétales, des fausses couches, des morts fétales, de la prématurité. Pareil, pour les ruptures prématurées de membrane, on trouve une augmentation de plus de 60%. Donc, c'est là aussi très, très important. Et ensuite, il va y avoir aussi toutes les conséquences donc, qui ont été aussi déjà évoquées du fait que ça va agir vraiment sur le comportement de la patiente qui est victime de violences. Je vais vous parler de l'hypervigilance. Donc, souvent, c'est des patientes qui ont l'habitude de tout contrôler pour faire face. Et là, du fait de la grossesse, où il peut y avoir des imprévus qui sont graves ou pas graves, mais voilà, cette perte de contrôle, elle peut leur devenir vraiment insupportable. Et on peut avoir des patientes qui ont d'autant plus un besoin de contrôle absolu et qu'on va se retrouver avec des refus d'être examinées, des refus d'être touchées, des refus parfois même d'accoucher, parce que c'est vraiment cette chute des barrières et de ne pas contrôler qui leur est difficile. Donc, pour nous, c'est vraiment très important d'arriver à les accompagner dans ce rythme-là à elles, dans ce retour à leur temporalité à elles aussi, à leurs sensations aussi. Il y a aussi, donc j'ai parlé aussi des rendez-vous manqués, des grossesses qui sont mal suivies. Ça aussi, c'est évocateur. Au niveau relationnel, on a des patientes parfois qui sont très passives ou en retrait dans la fuite. Donc, je parlais justement des rendez-vous manqués. Ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous alerter. Et dans la même idée, ça a été aussi un petit peu évoqué avant, on a peut-être fait son premier entretien, le dépistage systématique, on a posé la question, elle nous a dit qu'elle n'était pas victime. Et puis là, après, on a à chaque fois des nouveaux signes d'alerte ou des comportements qui nous font des sursauts, qui nous font penser que quand même, on suspecte quelque chose. Mais vraiment, il faut reposer la question et l'associer aussi aux symptômes parce que ça va aider la patiente aussi à peut-être faire des liens parce que souvent, elles se disent que c'est par elles-mêmes, elles culpabilisent même de ne pas se sentir bien. Donc, de les aider aussi à faire ce lien-là, que c'est du fait aussi, en partie, qu'elles soient victimes, qu'elles peuvent réagir de cette manière. Il y a aussi le fait de la dissociation. C'est très parlant, ça arrive aussi parfois pendant les accouchements aussi, on va avoir des comportements complètement
nous paraissent exagérées, qu'on ne comprend pas, ou aussi c'est dans leurs entretiens quand elles nous décrivent en fait des situations extrêmement violentes et elles nous en parlent comme si elles nous parlaient de la météo. Donc voilà, ça c'est lié aussi au fait de la mémoire traumatique. L'impact psychique, donc voilà, vous avez bien compris, c'est très, très prenant et ça joue forcément sur le vécu de la grossesse, du postpartum, avec une augmentation du risque, par exemple, de dépression. Ça va perturber aussi le lien d'attachement, je vais y revenir juste après. Et enfin, juste ce qui est important aussi pour finir pour cette diapo, c'est les conséquences de l'isolement. On parlait du contrôle par le conjoint et le conjoint aussi peut isoler la patiente. Ça fait partie du processus vraiment de la violence. Donc, elles n'ont pas forcément de contact et de soutien familial, amical. Donc, elles se retrouvent rapidement isolées et on sait que les conséquences que ça a de ne pas avoir de relais de soutien pendant la grossesse et d'autant plus pendant le postpartum. Ensuite, pour les conséquences donc, sur le fœtus. Donc, au-delà vraiment des conséquences directes qu'il va y avoir, on retrouve quand même des lésions fœtales. C'est rare, des fractures chez l'enfant, mais ça existe. Mais ce qui est important aussi, c'est comme l'OMS le souligne, le fœtus, le nourrisson et le jeune enfant est forcément lié à sa mère et à son état aussi de santé dégradé. Dans les violences, souvent les mères elles sont soit stressées chroniquement, anxieuses, déprimées. Et dans cet état chronique de stress, l'enfant aussi va avoir son système d'alerte qui va se mettre en fonctionnement continu et chronique, avec ce qu'on connaît, un impact hormonal, une augmentation par exemple du cortisol, une diminution de la dopamine, etc. Un impact neuronal, ça va jouer aussi au niveau du développement cérébral, de la maturation cérébrale. Donc forcément, après, ça va avoir des conséquences sur le développement fonctionnel, émotionnel, de la mémoire, etc. de l'enfant. Impact sur le développement psychique aussi. Donc, on sait le lien d'attachement, ça va se jouer dès la période intra-utérine. Il y a des premiers signes d'accordage qui se passent à ce moment-là. Et enfin, il y a aussi des éléments sur des prédispositions génétiques et épigénétiques. Alors, c'est encore mal connu de savoir exactement quel type de stress, quel niveau de stress va avoir un impact. Mais il y a de plus en plus d'études qui se font sur cette question-là. Et ça retrouve et ça tend à montrer qu'il y a des conséquences plutôt négatives, qui vont dépendre aussi, par exemple, de l'âge gestationnel, puisque chaque développement aussi dépend de cette étape. Et donc, on en arrive dans la suite, c'est vraiment ces conséquences sur l'enfant et donc période postnatale et dans le futur. Pour revenir sur le lien d'attachement que j'ai évoqué plusieurs fois jusque-là, c'est le fait que l'enfant va exprimer des besoins, des signaux pour exprimer ses besoins et qu'il faut qu'il y ait un adulte qui puisse répondre à ses besoins, les déchiffrer pour leur apporter une réponse qui soit adaptée et rapide, dans un temps certain, pour pouvoir après, par lui-même, maîtriser son environnement. Donc ça fait partie de ses besoins, que ce soit affectif, son besoin de sécurité pour comprendre l'environnement qui l'entoure. Ce qu'on appelle le caregiver, c'est celui qui va lui rapporter la réponse. Ici, ça va être souvent donc la maman. Si la maman elle est victime de violence, elle n'est pas forcément disponible physiquement, psychiquement pour être vraiment en synchronisation avec son enfant. Donc parfois, elle va tarder à répondre ou quoi que ce soit. Et du coup, l'enfant, il va se construire sur en fait, ce qu'on appelle un modèle interne insécure. Il ne va pas avoir les réponses assez rapidement pour se construire. Et du coup, ça va tendre à des perturbations pour la gestion de ses émotions, la gestion du stress. Vous connaissez déjà le stress en continu. Des perturbations aussi par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'apprentissage, à la cognition, au comportement. Donc, tout n'est pas lié et n'est pas non plus que par rapport à la théorie de l'attachement, mais ça fait partie vraiment de la nécessité d'avoir un environnement serein. Et on le disait, si les violences, elles ont commencé pendant la grossesse, elles vont en fait durer aussi après. Donc, c'est l'environnement familial qui va être impactant sur l'enfant. Et donc, il est victime aussi de ces violences-là et il va y avoir vraiment les mêmes conséquences générales sur lui. C'est une clinique polymorphe, c'est varié. On parle beaucoup, on a vu les problèmes somatiques, les problèmes fonctionnels qui sont très parlants chez l'enfant aussi. Et pour terminer, c'est que souvent, il y a le phénomène de transmission, de répétition. Donc, on va se construire sur un modèle soit de violence, soit aussi un peu sur un modèle de victime. Et donc, forcément, ça a des impacts vraiment à plus long terme.
Donc, pour conclure, on a vraiment ce rôle de prise en charge, de repérage de ces violences le plus tôt possible pour participer à rompre cette transmission à la fois des traumatismes, des conséquences sur la santé et de la répétition aussi des violences. Merci Iris. Donc on a vu les conséquences sur la santé. Maintenant, le docteur Martry va nous montrer en tant que professionnel comment on peut se positionner. Une fois qu'on a dépisté, repéré la violence, comment se positionner. Et on a des outils, le certificat médical, on a aussi le repérage des blessures, comment rédiger un ITT et comment faire un signalement. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci. Donc, du coup, on va parler, après toutes ces descriptions qui sont primordiales, hein, des conséquences et effectivement du dépistage. Hein, ça, c'est vraiment très important. Mais j'ai remarqué que les gynécos, les sages-femmes sont en avance parce que hier, j'étais à une formation avec des médecins généralistes et une généraliste dans la salle me disait qu'elle avait été à chaque grossesse dépistée. La question lui avait été posée systématiquement, donc, alors que les généralistes dans la salle ne le font pas. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, le Code de santé publique nous demande de faire des certificats qui sont nécessaires à justifier les droits des victimes. Alors, j'insiste sur une chose, c'est qu'il ne faut pas attendre quand il y a des victimes de blessures, que ce soit physique ou psychologique, hein, j'y reviendrai, d'attendre que la victime demande le certificat. Il faut le faire systématiquement parce qu'elles en auront besoin un moment ou un autre, peut-être dans plusieurs années. Et donc, si on ne le fait pas au moment même, eh bien, on va l'oublier et puis on aura peut-être du mal à le faire plusieurs mois ou années après. Les sages-femmes, j'ai mis à droite un capteur d'écran du Conseil de l'Ordre, font aussi des certificats médicaux. On va y revenir. Suivante. Donc, quand on fait un certificat, eh bien, c'est s'assurer que quelque chose est vrai. Donc, on ne va mettre dans le certificat que ce qu'on a vu. Donc, tout à l'heure, je vais y revenir parce que je vais vous donner des messages qui soient clés et simples à retenir. Donc, il va évidemment falloir parler de la clinique, des radios paracliniques s'il le faut. On peut aussi de temps en temps mettre les signes négatifs, hein, parce qu'il n'y a pas telle ou telle blessure. C'est important aussi. Et puis, ce qui est important de se souvenir, c'est que ces certificats sont très importants pour l'imputabilité. Alors, je dis ça parce qu'une victime de violence conjugale a 6 ans pour porter plainte. 6 ans. Et donc, si un médecin légiste est saisi 2 ou 3 ans après par un magistrat pour faire une synthèse du dossier et qu'on prend les différents certificats médicaux qui vont nous être présentés par la patiente, eh bien, on va pouvoir, nous, dire si ce qui a été décrit et simplement décrit au départ est compatible ou pas avec ce qui est dit. Et donc, il faut être très minutieux, très précis, parce que sinon, bien, nous, derrière l'expertise, on pourra être qu'évasif, et évidemment, ça sera délétère au détriment de la victime, parce que vous savez bien toujours, c'est que le doute devant bénéficier à l'accusé, ben, c'est les victimes qui vont être embêtées de ça. Suivante. Donc voilà ce que c'est qu'un certificat dit de coups et blessures. C'est à peu près la même chose pour une sage-femme, j'y reviendrai après. Donc d'abord, il faut mettre les bonnes dates. Hein. On date du jour de sa rédaction et du jour de l'examen, on l'indique aussi, hein, si vous l'avez rédigé un peu plus tard, parce que si les dates ne correspondent pas, ça peut être un faux. Donc on ne sait jamais, un avocat peut faire feu de tout bois pour essayer de faire capoter une affaire quand il défend un homme violent. Deuxième point, chose très importante, il ne faut mettre aucun commémoratif. Alors, c'est quoi les commémoratifs? C'est l'histoire. La dame dit, ben, il m'a tiré les cheveux, il m'a insulté, il m'a craché dessus, il m'a donné des coups de pied. Alors, on vous a appris à la fac de médecine ou dans les études de dire, oui, mettez ça au conditionnel, entre guillemets, c'est pas à vous de vous impliquer. Moi, je vous dis, ne mettez rien. Comme ça, au moins, il n'y a pas de difficulté. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, nous, en médecine légale, on met des commémoratifs parce qu'on va interpréter les blessures, alors qu'un certificat est non interprétatif, c'est primordial. Et puis, il peut arriver que la dame vous déclare quelque chose, et puis finalement, et c'est fréquent, au policier autre chose. Et donc, ça va mettre une suspicion. Cette dame n'est pas fiable, elle dit ça au médecin, et puis ça au policier. Donc, vraiment, ne mettez rien.
je certifie avoir examiné à sa demande Madame Untel. Point final. Après, il va falloir décrire les signes physiques et psychologiques. Je commence par les signes psychologiques parce qu'on les oublie souvent. Ça s'appelle les doléances. Alors, les signes psychologiques, on ne va pas les voir comme un bleu, mais on va interroger la patiente et là, on va pouvoir dire, mais la patiente me rapporte faire des cauchemars. Alors, ça, c'est un signe clinique qui n'est pas visible, on le met au conditionnel, mais on le rapporte, ça. Ce n'est pas l'histoire, comment ça s'est passé au niveau des violences. Donc ça, c'est très important, que ce soit les cauchemars, l'anxiété, les reviviscences, on va y revenir 2 secondes après. Et puis, décrire les blessures, là aussi, bien évidemment, physiques. Alors là, il faut être très minutieux. Tout à l'heure, je vous le disais, pour l'imputabilité, c'est très important. Donc, leur localisation, leur nombre, la taille, la forme, la couleur. Bon, c'est un peu fastidieux quand il y en a, s'il y a 25 ecchymoses disséminées sur le corps, il faudra mettre 25 lignes. C'est assez rare finalement d'avoir autant de blessures, mais ça peut arriver. Et vraiment, on est là pour nos patients et donc il faut vraiment s'astreindre à ça. Examen paraclinique s'il le faut. Et puis l'ITT, on s'est renseigné parce qu'on avait un doute l'autre jour là dans le réseau et les sages-femmes ne peuvent pas fixer d'ITT, c'est réservé aux médecins et je vais y revenir dans 2 secondes. La suivante. Donc les blessures, la suivante. Donc il faut parler en termes appropriés parce que après ça, pour pouvoir imputer les choses, il faut qu'on puisse avoir des termes précis. Donc une dermabrasion, c'est une griffure, si vous voulez, mais on ne dit pas le mot griffure. Griffure, ça a déjà un sens interprétatif. Donc, quand il y a une griffure, vous allez dire une dermabrasion de 3 cm au niveau de la joue gauche. L'ecchymose, ce n'est pas un hématome. L'ecchymose, c'est le bleu. L'hématome, c'est une poche de sang. Donc, si on a un hématome au niveau du scalp, on va le mettre. Mais sinon, il faut parler d'ecchymose. L'ecchymose, c'est le sang qui est infiltré au niveau des tissus. Donc, il faut être précis là-dessus aussi. Suivante. Vous voyez, par exemple, sur la gauche, il y a ces ecchymoses qui sont très significatives, qui font penser à des saisies. Donc, vous n'allez pas le dire, mais il va falloir décrire précisément la couleur, la localisation. Et sur la droite, on voit 3 petites abrasions minimes de quelques millimètres au niveau du cou. Cette dame disait mon mari m'a étranglé. Alors, vous n'allez pas le mettre, et nous, en médecine légale, on le mettra si on nous le dit, mais vous allez décrire ne serait-ce que 3 abrasions millimétriques au niveau du cou. Uniquement ces petites choses, rien du tout, vont remporter la partie et le magistrat considérera que la tentative de strangulation est réelle, ou en tout cas, il y aura des billes pour pouvoir le défendre, alors que si ça a été oublié parce que ça fait 2 ou 3 millimètres, eh bien, l'imputabilité ne pourra pas avoir lieu. La suivante. Là aussi, quelques mots sur les plaies. Alors, on n'a pas le temps de détailler, mais si vous voulez, il faut savoir si on a des plaies contuses ou aubergenettes. Plaies contuses, c'est simple, c'est les déchiquetées, écrasées, etc. Et aubergenettes, c'est aubergenettes. Alors pourquoi c'est différent? Parce qu'aubergenette, c'est forcément un coup de couteau. Alors vous n'allez pas mettre ça, mais nous, on va savoir le décrypter derrière. Et un coup de couteau, c'est circonstance aggravante. La suivante. Donc l'ITT, la suivante, est en ITT une personne qui n'est pas en mesure d'accomplir un des actes essentiels de la vie courante. Vous voyez que c'est assez restrictif, c'est marcher, tenir des objets, se laver, c'est assez limitatif, mais je veux insister surtout que ça prend en compte les troubles physiques et psychologiques. Gardez aussi un message avant de partir d'ici, il n'y a pas d'ITT psychologique. Ça n'existe pas. On se bat, les médecins légistes, qui sont des enseignants de la médecine légale, pour dire, les procureurs le disent, les associations, les psychologues, l'ITT psychologique n'existe pas. L'ITT prend en compte les blessures physiques et psychologiques. La suite, suivante. Donc évidemment, vous savez qu'il y a la limite des 8 jours, mais les violences conjugales sont des délits. Donc c'est systématiquement plus de 8 jours. Donc si l'ITT est nul ou moins de 8 jours, c'est 3 ans de prison. S'il est de plus de 8 jours, donc l'ITT compte quand même, c'est plus de 5 ans de prison. Et puis s'il y a des peines augmentées parce que l'auteur est alcoolisé, usage d'une arme, tout à l'heure, c'est pour ça que je vous parlais des plaies aubergenettes, eh bien ça sera jusqu'à 10 ans de prison. Donc il faut être vraiment précis, c'est important. À la suite. Donc, vous le savez, l'ITT qui veut dire incapacité totale de travail, il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas de temporaire, il n'y a rien de ça. Ça n'a rien à voir avec le travail, avec l'arrêt de travail. C'est malheureux parce que le mot travail, il faut prendre en compte les symptômes psychologiques. Et notamment quand des femmes n'ont pas de blessures physiques, et bien on va fixer l'ITT uniquement en fonction des blessures psychologiques. Alors, c'est vrai que
pour que la dame soit vraiment très empêchée pour des symptômes psychologiques, ce n'est pas si fréquent que ça, mais une bonne règle que je vous donne, si une dame n'a que des blessures psychologiques, eh bien dites, parce qu'il y a forcément une atteinte psychologique, dites, l'ITT est de moins de 8 jours. Dites au moins ça. Hein. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous mouiller plus que ça, mais au moins, vous allez prendre en compte ce côté psychologique. C'est très, très important parce que c'est sous-estimé et c'est pour ça que certains disent mais l'ITT psychologique, il faut en tenir compte. Non, je répète encore une dernière fois, l'ITT est pour les blessures physiques et psychologiques. La suivante. Donc ça, c'est le certificat, le modèle pour les sages-femmes. Vous voyez que j'ai mis en jaune les déclarations de la dame, donc ça, suivante, on ne le met pas, hein. Il faut le zapper. Et par contre, les déclarations, elle déclare se plaindre d'eux, trouble du sommeil, trouble de l'appétit, évitement, sans angoisse, on ne peut pas trop détailler là. Ça, il faut le mettre, ce sont des signes cliniques, psychologiques. La suivante. Le signalement, très rapidement, la suivante. Alors, il y a un article du Code du secret professionnel qui est le 226-13, et là, je vais uniquement parler du 226-14. On peut signaler au procureur de la République dans 3 circonstances particulières. Les mineurs, ça c'est bien connu, on ne va pas y revenir, mais surtout, on peut signaler toutes les victimes, dont violence conjugale, avec leur accord. Donc, il faut tout faire si la dame y est prête, hein. Il ne faut pas y aller avec les gros sabots, il faut faire ça avec beaucoup de tact, mais si la dame y est prête, on peut l'aider en disant « Mais madame, je peux signaler votre cas », et ça lui évite d'aller au commissariat, de passer un tas de temps avec des gens qui ne vont pas la recevoir, etc. Et puis, l'exception, c'est une nouveauté depuis 2021, quand vraiment la femme est en danger immédiat et que celle-ci est sous l'emprise, la contrainte morale de son agresseur, on peut la signaler sans son accord. Mais c'est vraiment l'exception. Les magistrats le mettent beaucoup en avant, c'est le code pénal maintenant, il faut en tenir compte, mais surtout, essayez toujours d'avoir l'accord des victimes, et à l'exception, on peut le faire sans leur accord. La suivante. Alors, j'ai mis un flashcode, si vous le flashez avec votre téléphone, vous aurez directement ce fameux vade-mecum qui est donné sur le Conseil de l'ordre des médecins. Il est touffu, hein, c'est comment est-ce qu'on fait pour repérer l'emprise et le danger immédiat. Donc, c'est l'exception. Donc, pourquoi pas, il faut quand même le connaître. La suivante, vous voyez qu'il y a un tas de listes, on ne va pas aller dans le détail, un tas de listes d'emprise, de danger, mais si vous voulez, rappelez-vous surtout que même si on peut signaler une dame sans son accord, si possible, et c'est quasiment toujours le cas, l'accord doit être donné. Suivante. Bon, alors, en plus, le signalement, c'est quand même pas si simple à faire malgré tout, quoi, hein. Il faut quand même l'évaluer à plusieurs. Ce n'est pas un certificat, mais il faut rapporter des éléments qui permettent de donner le contexte de violence. Il y a des modèles online, hein, je vous l'ai mis, vous l'aurez sur le Conseil de l'ordre des médecins, un modèle assez simple. Et puis, ça s'envoie au parquet par mail, hein, donc il faut avoir quand même le mail, si vous voulez. Donc, chaque parquet doit vous donner localement les mails. Et puis, il vaut mieux quand même continuer par un coup de téléphone. Donc, si on ne fait pas des signalements tous les jours, il faut le faire parce que le parquetier, au téléphone, vous allez pouvoir donner quelques détails d'inquiétudes éventuelles que vous ne pourrez pas mettre. Par exemple, il ne faut pas mettre dans un certificat le mari est alcoolique, c'est totalement interdit. Au téléphone au proc, vous pouvez dire écoutez, je suis un peu embêté, monsieur le procureur, parce qu'en plus, le mari est très alcoolisé. Donc, le proc va comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. On garde du temps pour les questions. On pourra en parler pendant des heures, mais voilà, il faut garder quelques idées très simples, hein, que sont on fait un certificat, on décrit ce qu'on voit, mais pas de commémoratif. Et puis, si on fait un signalement, on essaie toujours d'avoir l'accord de la victime. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on vous a mis quelques sites ressources. Déjà, le 3919, il y a en tant que professionnel, vous pouvez avoir du soutien ou des réponses à vos questionnements sur comment orienter, vers qui orienter, quelles associations. Et on vous a mis des sites et la Haute Autorité de Santé, qui nous donne des billes sur les outils d'aide au repérage de violences conjugales. On vous a mis aussi la fiche qui vient de sortir de l'HAS. Elle est sortie cette semaine je crois que c'est l'outil d'aide au repérage des violences conjugales. C'est à destination des médecins, mais ça peut servir aussi pour les sages-femmes et pour les autres professions de santé. Voilà, maintenant on se tient à votre disposition pour les questions-réponses. On vous remercie d'avoir été si nombreux, vous êtes 154 connectés aujourd'hui. Ça nous montre l'intérêt de cette thématique et on se tient à votre disposition pour les questions-réponses.
Voilà, alors merci à toutes et tous pour vos interventions. La première question qui revient régulièrement, c'est sera-t-il possible de revoir ce webinaire? Oui, il sera disponible en replay sur notre site internet très prochainement. En général, c'est en début de semaine suivante, donc vous aurez accès à la fois au replay en vidéo, aux ressources et au PowerPoint. Une première question, docteur Martry, où trouver le médecin légiste du secteur pour orienter la patiente? Comment s'adresser à vous? Alors, par principe, le médecin légiste travaille sur l'acquisition judiciaire, si vous voulez. On n'est pas, je dis par principe, hein, je vais moduler les choses, on n'est pas là pour faire les certificats de toutes les victimes. Hein. Chaque médecin, chaque sage-femme doit faire des certificats. Je vous dis, les gens peuvent ne pas porter plainte, donc il faut les garder et ça peut servir plus tard. Mais malgré tout, quand vous avez une difficulté, on peut vous filer un coup de main, on peut recevoir quelques victimes. Mais ce n'est pas tout, sinon on sera totalement submergé. Et donc, pour ça, pour l'aide qu'on peut vous apporter, il suffit de téléphoner dans le CHU le plus proche de chez vous. Vous dites au standard, est-ce que je peux avoir l'unité médico-judiciaire? Vous aurez la secrétaire et qui vous donnera les coordonnées de l'UMJ de proximité s'il y en a une, ou qui vous dira la procédure en cas de demande de conseil, par exemple, si on le fait souvent, ou quand vraiment il y a une difficulté, on peut recevoir les gens. Donc, téléphonez au moins dans les CHU et vous aurez très rapidement les autres numéros de téléphone des UMJ locales. Une question, quelle place pour les photos dans le certificat médical? Alors, les photos, c'est pas terrible parce que si vous voulez, d'abord, on les prend mal. Si on les met dans un certificat médical, après 2 photocopies, on n'y verra plus rien, ça va être noir. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire prendre des photos par les proches ou même, au pire, vous-même, vous prenez l'appareil photo de la dame, pas le vôtre, hein, et vous prenez une photo comme ça, elle pourra fournir à la justice ces preuves-là. Et vous, quand c'est nécessaire, faites des schémas. C'est beaucoup plus explicatif et les magistrats apprécient beaucoup plus les schémas que des photos qui, je vous dis, ne seront pas forcément très bien prises. Donc, si c'est la dame qui les a avec elle, c'est ses photos. Mais si vous êtes professionnel, vous faites des mauvaises photos, ça ne sera pas productif. Donc, par exemple, en Australie, ils font photo et schéma explicatif de la photo. Ça fait beaucoup. Moi, le conseil, c'est pas de photos, des schémas éventuellement, mais s'il y a un bleu sur la joue, décrivez-le, ça suffira. Le certificat peut-il être établi par des professionnels infirmiers? Tout à fait. Alors vraiment, là, excusez-moi, je n'en ai pas parlé parce que j'en parlais hier soir justement, bien entendu. Et sur l'ordre des infirmiers, vous avez des modèles. Alors toujours pareil, le modèle, il y a marqué commémoratif. Zappez cette partie commémorative, toujours pareil. Et l'infirmière, je n'en ai encore jamais vu de certificat, enfin d'attestation faite par une infirmière, mais bien entendu, et je l'encourage vivement, il faut le faire, il faut apprendre à les faire, hein, évidemment, ça prend un apprentissage d'une telle blessure, mais il faut absolument les faire, ça peut être très important, parce que si une femme ne voit qu'une infirmière et qu'après ça les bleus disparaissent, eh ben, on n'aura plus rien. Donc oui, 1000 fois oui. Concrètement, alors là, ça s'adresse plutôt aux maternités, mais concrètement, qu'est-ce qui est mis en place dans les maternités par rapport aux violences conjugales? Est-ce que quelqu'un a une réponse peut-être à apporter à ça? Alors, dans les maternités, ce qu'il faut savoir, c'est pendant la grossesse, il y a des entretiens, l'entretien prénatal précoce. Il peut y avoir du soutien lors de cet entretien, si la femme, avec l'accord de la patiente, de staff médico-psychosociaux. Dans les maternités, il y a aussi des assistantes sociales qui peuvent aider la femme à organiser sa mise à l'abri. Il peut y avoir des discussions. On est en train de travailler au niveau du réseau pour porter à toutes les maternités un référentiel d'aide à la décision, d'aide aux professionnels pour réfléchir aux circuits possibles pour les patientes. Mais normalement, de toutes les maternités ayant un service d'urgence, il y a un référent violence au service des urgences.
Et enfin, peut-être qu'on va terminer là-dessus, une remarque plutôt qu'une question, c'est la notion d'emprise est parfois remplacée par la notion de contrôle coercitif, ce qui permet d'inclure le comportement de la personne violente plutôt que seulement le comportement des patientes, des victimes. Je peux répondre Oui, rapidement. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, je trouve qu'ils sont complémentaires. J'ai cité le contrôle coercitif dans la diapo. Les deux notions, en fait, sont complémentaires. La notion d'emprise ne se résume pas simplement au comportement des patientes. Il y a aussi souvent et en priorité, on décrit le comportement du conjoint violent aussi dans ces notions. Après, c'est ça, c'est que ça recoupe des réalités assez semblables. C'est souvent aussi une question en fait plus de modélisation qui vont être des héritages finalement de peut-être des modèles qui ont coexisté. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il vaut mieux compléter les visions plutôt que les opposer dans ces situations-là. Et donc je pense que oui, c'est important d'avoir ces deux notions bien en place aussi pour comprendre en fait ce qui se joue au niveau relationnel et au niveau systémique, en fait. C'est plus là la question aujourd'hui dans la question des violences conjugales et des violences intrafamiliales, c'est d'être vraiment très au clair avec le fait que c'est un système relationnel particulier. Et du coup, dans le système relationnel, effectivement, il y a cette notion de contrôle coercitif qui est très forte, dont j'ai parlé, et qu'on peut avoir présente de manière très forte sur le conjoint ou la conjointe qui est victime, mais aussi sur les enfants, et qui va souvent se poursuivre, en fait, au-delà même d'une séparation de couple. Et ensuite, merci beaucoup. On arrive à 14 heures passées. Voilà, il y a beaucoup de spécificités territoriales et on vous invite vivement à vous rapprocher de vos réseaux locaux et territoriaux pour faire un petit peu un état des lieux de ce qui existe en termes associatifs ou professionnels, notamment sur les professionnels particulièrement formés. On en profite également pour vous faire un petit aperçu des prochains rendez-vous que le réseau peut vous proposer dans les jours et les semaines à venir. Il va y avoir deux webinaires sur les transferts périnataux en Occitanie et notamment sur la thématique des process et des périodes de suractivité. Un atelier de reprise de situations complexes en périnatalité, donc centré sur les collaborations pluriprofessionnelles avec la supervision d'une équipe de pédopsychiatres sur une situation qui a réuni pas mal de professionnels autour d'une situation médico-psychosociale. Un webinaire à venir sur les courbes d'échographie anténatale et notamment les courbes OMS en pratique. Et en janvier, le prochain webinaire du pôle parcours sur la prévention des écrans en périnatalité qui devrait être le 20 janvier. Et le lien d'inscription sera disponible prochainement sur notre site internet. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci à toutes et tous pour votre participation. Merci aux intervenants et intervenantes pour votre expertise. Et n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction qui est très utile pour nous aider à nous améliorer. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.